Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette assemblée publique de consultation qui est en mode hybride aujourd'hui le mardi 19 novembre 2024. Il est présentement 19 h. Nous allons procéder à l'ouverture de cette assemblée publique de consultation. Mon nom est Cécilia Macedo, je suis conseillère municipale de Marigot et présidente du conseil municipal également, donc je préside cette assemblée. Ce soir, nous avons un seul règlement à l'ordre du jour, soit le CD1 5, projet de règlement modifiant le règlement numéro CDU1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval. Avant de continuer, je vais souligner la présence de M. Yannick Langlois, conseiller municipal de Laurier-des-Bois, président du comité consultatif en urbanisme. Et je vais lui passer de ce pas la parole pour qu'il vous dise quelques mots de bienvenue. Merci, Madame la Présidente. Nous sommes ici ce soir là, pour faire des modifications à notre règlement d'urbanisme, le CDU. Donc, ça vise essentiellement à corriger des erreurs et à préciser certaines dispositions. Et nous allons avoir une présentation du service de l'urbanisme. Et par la suite, vous allez pouvoir poser vos questions par écrit. Le mécanisme de consultation écrite vous sera précisé un peu plus loin. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente consultation. Merci. Alors, comme ça, nous allons donc vous faire cette présentation, puis vous aurez 15 jours, effectivement, là, pour nous faire parvenir par écrit là, vos questions, vos inquiétudes. Donc, je vais vous présenter les deux personnes qui sont là ce soir pour nous faire la présentation. Donc, il y a M. Thierry Basque-Gravel, conseiller professionnel du service de l'urbanisme, et M. Bonsoir. Et M. Roy, Mathieu Roy, chef de division de réglementation d'urbanisme. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Thierry Basque-Gravel pour débuter la présentation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, bonjour à tous. On est effectivement ici pour vous présenter le projet de règlement CDU-1-5, donc le projet de règlement du deuxième omnibus au Code de l'urbanisme. Donc, avant de débuter les dispositions plus détaillées, un simple rappel du contexte. Donc, le Code de l'urbanisme est entré en vigueur le 11 novembre 2022, donc il y a environ 2 ans de ça. Et depuis plusieurs mois, ça a permis de relever plusieurs éléments à corriger. Et il y a eu un premier règlement de type omnibus, le CDU1-1, qui est entré en vigueur le 8 novembre 2023 et qui, lui, venait corriger plusieurs éléments déjà. Donc, ça fait environ 1 an. Depuis, il y a d'autres ajustements qui ont été relevés, donc qui sont nécessaires. Et évidemment, dans un processus de refonte aussi d'une aussi grande envergure qui a eu lieu à Laval, c'est normal de faire des ajustements par la suite, jusqu'à ce que le règlement atteigne une certaine maturité. Donc, le règlement CDU 1-5 vise à apporter de nouveaux ajustements qui ont été relevés au cours des derniers mois. Donc, la portée du règlement, le règlement comporte 207 articles et il touche de multiples aspects qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux et il porte sur des centaines d'objets. Donc, il y a plusieurs modifications qui visent à faire des précisions ou des ajustements pour faciliter l'application du règlement. Il y en a d'autres qui sont des corrections d'ordre mineur, des fautes d'orthographe, de mise en forme. Et évidemment, les modifications les plus importantes vont vous être présentées en détail ce soir, à commencer par les modifications aux zones, au plan de zonage. Il y a également d'autres modifications qui vont être présentées un peu plus sommairement, mais qui vont vous être expliquées quand même de manière complète. Donc, voici le plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on vous propose de débuter par les modifications à l'annexe A, donc au feuillet cartographique. Donc, c'est vraiment les modifications dans les zones du territoire. Ensuite, les modifications à l'annexe B, donc les grilles d'exception, donc les endroits où il y a déjà des grilles et qu'il y a des modifications qui sont apportées dans les grilles d'exception. Par la suite, les modifications au titre 1 à 10, donc c'est vraiment des modifications de portée générale qui vont vous être présentées dans l'ordre chronologique des titres du règlement et des modifications finalement à l'annexe C, à l'index terminologique, qui constituent les définitions du règlement. Donc, débutons par les modifications à l'annexe A.
La première modification vise à agrandir les 3 zones, en fait, les zones que vous voyez à l'écran, à même une partie de la zone T3.3-3012. Comme vous le voyez par le point en noir, c'est un secteur, c'est un endroit qui est dans le secteur de Chemédé. Donc, ça se retrouve sur le boulevard Notre-Dame, entre le boulevard Curie-Labelle et la 100e avenue. Et il s'agit de l'agrandissement d'une zone, en fait de 3 zones pour venir couvrir des bâtiments existants, donc des bâtiments multifamiliaux pour la plupart de 2 à 3 étages. Et ça permet, le nouveau zonage va venir reconnaître finalement les bâtiments existants en place. Vous voyez ici le plan, donc en grisé, on voit la partie agrandie des 3 zones et vous pouvez voir les 3 différentes zones qui sont maintenant appliquées. Prochaine modification, la création d'une zone, la zone T4.2-8821, en même une partie de la zone T3.3-90. Donc, c'est une modification qui se situe dans le secteur de Saint-François. Vous le voyez par le petit point à l'écran. Donc, il s'agit d'habitations qui ont été construites pendant la refonte, donc pendant que le nouveau zonage était en création. C'est des bâtiments contigus qui ont été construits alors que la zone en place ne permettait que les bâtiments en isolé. Donc, le projet de règlement propose une modification pour venir reconnaître les bâtiments construits par une zone T4.2 qui permet les bâtiments contigus. Encore une fois, vous voyez le plan en grisé avec les terrains qui sont visés par la nouvelle zone. Maintenant, des modifications de zonage pour des lots qui ont été récemment acquis par la Ville à des fins de conservation. Donc, on parle de plus d'une 50aine de lots au total qui sont soit en la possession de la Ville de Laval ou qui appartiennent à Éco-Nature et qui sont inscrits au registre des aires protégées du ministère de l'Environnement à titre de milieu de conservation volontaire. Donc, les prochaines modifications qui vont vous être présentées visent à intégrer ces lots-là dans des types de milieux, soit de conservation, T1.1, de protection, T1.2, ou des zones parcs CE, selon le contexte, là, vous allez le voir. Donc, le premier secteur, c'est le secteur du bois de l'Équerre, donc dans le grand secteur de Sainte-Rose. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit de 2 lots qui se retrouvent tout près d'un cours d'eau. Donc, on voit les 2 lots par un encadré en turquoise. Et c'est la zone T1.2 qui est appliquée sur le cours d'eau qui va être agrandie vers le sud pour couvrir ces 2 lots-là pour en faire une zone de protection. Le second cas, c'est le secteur du bois d'Auteuil qui se retrouve à Auteuil. Donc, comme on peut le voir dans l'image en haut à droite, toujours par la couleur turquoise. Donc, c'est 3 lots qui vont faire l'objet de l'agrandissement d'une zone CE. Et dans l'image en bas à droite, toujours en turquoise, c'est 2 lots qui vont profiter là, de l'agrandissement de la zone T1.1, qui est la grande zone qui couvre le bois de l'Équerre. Prochaine modification, le secteur du bois de Vimont, donc toujours dans Vimont. Donc, il y a plusieurs lots, comme vous le voyez à l'écran, là. C'est vraiment plusieurs lots qui ont été acquis par la Ville au cours des dernières années. Et on le voit par les petits points sur les lots. Et finalement, ça présente une forme où il est possible de venir appliquer un zonage à l'heure actuelle. Donc, c'est une nouvelle zone T1.1 qui va être appliquée sur la partie nord du Bois-Vimont. Maintenant, le secteur du boulevard Lisbonne, qui est dans Fabreville. Donc, vous le voyez sur l'image par la couleur vert lime. Donc, c'est 3 grands secteurs, là, et vous voyez tous les lots. Donc, c'est 3 nouvelles zones T1.1, zones de conservation, qui vont être appliquées sur ces grands secteurs. C'est des terrains qui appartiennent à Éco-Nature Laval. Maintenant, dans le secteur Malépart, donc dans le grand secteur de Duvernay. Comme vous voyez en jaune là, le terrain, donc c'est 3 lots qui sont visés par la modification. C'est la création d'une nouvelle zone T1.1 afin d'aller protéger un milieu humide d'intérêt qui appartient à la Ville.
Maintenant, des modifications de zonage de l'eau qui appartiennent à la ville, mais qui ne sont pas nécessairement pour de la conservation. On vous présente 4 cas. Donc, le premier cas, c'est le chalet des Érables dans Auteuil. Donc, on voit par l'image ici le bâtiment. Il est situé actuellement dans une zone T3-2 et la proposition est de modifier le zonage du terrain par une zone CI.2 pour faciliter la gestion des usages et des normes sur le terrain. Donc voilà, c'est une zone CI.2 qui va être appliquée. On voit ici les lots concernés par la modification. Le deuxième cas, la maison de la famille, donc dans Laval-Ouest. Encore une fois, le bâtiment était dans une zone d'habitation, donc une zone T3.3, et la proposition est de remplacer le zonage du terrain par une zone CI.2. Le troisième cas, la caserne Vimont, donc dans Vimont. Voyez le terrain se situe actuellement dans une zone T4.5, qui est nos secteurs urbains sur le boulevard des Laurentides. Et la proposition est de venir changer le zonage du terrain par une zone CI.2 pour reconnaître le bâtiment et les aménagements existants. Encore une fois, voyez la zone ici qui est proposée. Finalement, le centre Saint-Joseph qui est dans Chemédé. Le terrain visé est encadré en jaune dans l'illustration en haut, qui se situe dans une zone T4.5, une zone urbaine. Et encore une fois, la proposition est de remplacer par une zone CI.2 institutionnelle. Les modifications à l'annexe B du règlement. Donc, c'est pour la zone ZH 3072. Donc, on est un peu à l'ouest de l'autoroute 15, comme vous le voyez par le point noir à l'écran. Donc, cette grande zone de haute technologie à Laval présente actuellement une obligation au Code de l'urbanisme pour l'aménagement de toits verts pour les bâtiments d'une certaine dimension, pour les bâtiments à toit plat, évidemment. Et il a été noté qu'il y a des normes de salubrité pour les entreprises pharmaceutiques ou des sciences de la vie qui peuvent entrer en conflit avec l'aménagement de toits verts. Donc, la proposition est de retirer l'obligation de toit vert dans cette zone. Par contre, l'obligation va demeurer dans le reste du centre-ville. Et évidemment, ça n'empêche pas les entreprises en place qui voudraient aménager un toit vert de le faire. C'est simplement l'obligation qui va être levée pour la zone. Voilà. Et ça termine ma partie. Donc, bonsoir. Je poursuivrai la présentation avec les modifications au texte réglementaire, donc les modifications au titre 1 et au titre 10. Si tu veux bien, changer la diapo, s'il te plaît. Donc, pour commencer, le titre 2, les dispositions déclaratoires explicatives. En premier lieu, les dispositions, c'est-à-dire relatives à un terrain se situant dans plus d'une zone, sont revues. Donc, afin de clarifier les règles qui s'appliquent pour chaque cas de figure et aussi pour offrir le choix entre l'application de la norme soit la plus sévère à l'ensemble du terrain ou encore l'application de la norme minimale applicable pour chaque partie de terrain située dans une zone différente. Pour le titre 5, le nombre de bâtiments principaux, donc les dispositions relatives au nombre maximal de bâtiments principaux sur un terrain vont faire l'objet d'ajustements afin d'autoriser plus d'un bâtiment principal sur un même terrain pour les usages du groupe d'usage commerce lourd, donc C7, par exemple un service de construction, et aussi du sous-groupe d'usage récréation d'intensité modérée ou élevée, R2B, par exemple les zoos, campings, centres de ski, camps de groupe, etc. Toujours au titre 5, construction sous les perrons et les galeries. Donc, les dispositions vont faire l'objet d'ajustements en clarifiant la notion de construction sous une saillie. Pardon, donc, OK, ça semble être revenu. Donc, clarifier la notion de construction sous une saillie faisant accord avec le bâtiment principal. Donc, on parle principalement des perrons et des galeries. Donc, on va clarifier cette notion-là. On va préciser que la saillie maximale dans les cours ne s'applique pas à l'escalier, mais vise plutôt la plateforme du perron ou de la galerie. Donc, l'escalier, lui, va pouvoir empiéter davantage dans la cour. Au niveau des balcons ou des loggias, pour certains bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels, donc c'est-à-dire les types de milieux pour lesquels le type d'utilisation des cours C et D est prescrit, vont faire l'objet d'ajustements en augmentant leur saillie maximale à 5 mètres.
Donc, au lieu de 1,85 m qui s'appliquait en cours avant secondaire et latéral, et au lieu de 2,5 m qui s'appliquait en cours arrière, ce qui va permettre d'offrir des aires récréatives qui répondent davantage aux besoins des usagers de ces types de bâtiments qui ont souvent un gros gabarit. Le titre 5, mais aussi l'index terminologique en cohérence au niveau de la délimitation des cours en l'absence d'un bâtiment. Donc, on va venir préciser comment délimiter les cours lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal. On va venir prescrire où un bâtiment ou un équipement accessoire ainsi qu'un équipement et un bâtiment temporaire peuvent être implantés sur le terrain. Et on va prescrire aussi où peut être implantée une enseigne détachée, un drapeau, une enseigne mobile de type chevalet, mais aussi une enseigne temporaire sur le terrain. Encore une fois, au titre 5, cette fois-ci, les panneaux solaires sur mur qui font l'objet d'ajustements en augmentant à 60 % plutôt que 40 % la superficie maximale d'un mur arrière qui peut être occupé par ce type de panneaux, et ce, dans toutes les cours, et aussi en permettant pour les types de cours C, D et E que les panneaux solaires occupent jusqu'à 60 % de la superficie du mur latéral au lieu de 40 %. Toutefois, ces ajustements ne s'appliqueront pas à un bâtiment d'intérêt patrimonial. L'emplacement des bornes de recharge, on va venir réduire la distance minimale entre une ligne de terrain et la borne de recharge de 0,6 m à 0,3 m, aussi en précisant qu'elle peut être installée dans une bande paysagère ou une bande tampon qui ceinture une aire de stationnement. Au niveau des terrasses commerciales et des chapiteaux, on propose des allègements. Principalement en autorisant une terrasse commerciale à une distance minimale de 15 mètres d'un terrain situé dans les types de milieux T3, T4.1 à T4.4 ou T5.1, ce qui offre plus de souplesse pour les établissements de restauration que la norme actuelle, puisqu'elle interdit présentement ces équipements-là dans une cour qui est adjacente à un tel terrain. On va venir autoriser l'aménagement d'une terrasse commerciale sur une aire de stationnement malgré les exigences minimales en matière de nombre de cases de stationnement. Autoriser aussi un chapiteau pour protéger une terrasse commerciale. Et on va retirer la distance minimale à respecter entre un chapiteau et un bâtiment principal, puisque le Code de construction du Québec prévoit déjà des dispositions en ce sens. Et on va exiger quand même un certificat d'autorisation pour les grands chapiteaux et ceux installés sur une terrasse commerciale pour s'assurer de leur sécurité. Les terrasses sur le toit d'un bâtiment, encore une fois, des ajustements pour autoriser une terrasse sur le toit d'un bâtiment principal qui est en zone agricole. Et aussi en éliminant au titre 5 la hauteur minimale exigée pour un garde-corps, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est régi déjà au Code de construction du Québec. Les matériaux de revêtement extérieur, donc des dispositions relatives aux matériaux pour un bâtiment principal de 3 étages et moins, vont faire l'objet de différents allègements. En premier lieu, en ne comptabilisant plus les panneaux de verre tympan, les panneaux de verre de type mur rideau et panneaux tympans, dans le nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur. Et ici, je préciserai qu'une modification supplémentaire sera apportée au second projet par rapport au premier projet de règlement, donc une précision de nature technique, afin de préciser que ces mêmes types de revêtements, donc le mur rideau, le panneau tympan, ne seront pas comptabilisés dans le calcul de la dominance de matériaux de revêtement à l'article 369. Autre modification, ne plus comptabiliser les variations de ton d'une même couleur de matériaux dans le nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur. Donc, par exemple, un panneau métallique gris pâle et un autre qui serait gris foncé, on les compterait comme un seul matériau. Ne plus prescrire de nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur dans certaines zones qui sont non résidentielles, non mixtes, qui correspondent au type de milieu T1.1, ZE, ZP, CI, CE, SZD.4 et SZD.5, et aussi même chose pour les bâtiments agricoles. Et on va quand même ajouter un critère de PIA dans le PIA bâtiment interinstitutionnel afin d'assurer un meilleur rendu architectural malgré le fait qu'on ne limitera plus le nombre de matériaux de revêtement. Toujours au niveau des matériaux de revêtement extérieur, donc les matériaux de revêtement extérieur prohibés vont faire l'objet d'ajustements. On va préciser que sont prohibés la tôle qui imite la pierre ou la brique, ainsi qu'un matériau peint autrement qu'en usine pour imiter un matériau naturel. On va venir autoriser par contre le panneau de feuilles de polycarbonate pour une serre. D'autres allègements relatifs aux matériaux de revêtement extérieur de type A, un type qui est applicable dans nos territoires patrimoniaux, qui va faire l'objet d'ajustements en précisant que la brique d'argile doit être teinte de couleur terre, donc en rouge, en brun, en beige, en distinguant les matériaux bois composite de bois d'ingénierie sans agent plastique afin d'autoriser spécifiquement ce dernier.
Et aussi autoriser un autre type de clin par rapport à ce qui est autorisé actuellement, d'une largeur maximale de 140 mm. Au niveau de la plantation d'arbres, donc on va venir modifier les dispositions relatives à la taille minimale d'un arbre à la plantation, en précisant qu'un arbre feuillu là, planté doit avoir un diamètre à hauteur de poitrine, un DHP, minimal de 30 mm ou une hauteur minimale de 2 mètres. Un seul de ces critères doit être respecté. Les dispositions relatives à la diversité des plantations requises vont faire aussi l'objet d'ajustements en précisant quand ces dispositions s'appliquent selon le type de travaux d'aménagement de terrain et le type de bâtiment construit. On va aussi revoir le nombre maximal d'une même essence permise. On va revoir le nombre minimal d'arbres à grand déploiement et de conifères qui sont prescrits. Et on va aussi préciser les documents et informations là, qui sont requis relatifs à la plantation d'arbres lors d'une demande de permis de construction, de certificat d'autorisation, et lorsque l'aménagement d'une bande tampon est requise afin d'avoir les bonnes informations pour émettre les autorisations. Au niveau de l'entretien, de l'abattage et des remplacements des arbres, on va venir préciser qu'un arbre situé sur un terrain privé doit être élagué, taillé ou abattu si son état met en danger la sécurité du public à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation publique. Donc, on va apporter une précision à cette disposition. Les dispositions relatives à l'autorisation de l'abattage d'un arbre sur un terrain privé, en raison du fait qu'il est dangereux ou qu'un autre correctif n'est pas possible, va faire l'objet d'ajustements en exigeant le dépôt d'un rapport d'un professionnel en arboriculture de la ville qui va venir confirmer qu'un tel état là, est rencontré. Enfin, les dispositions relatives au remplacement d'un arbre abattu vont faire l'objet d'ajustements en précisant les normes appliquées selon la situation. Donc, il va y avoir le cas avec ou sans projet de construction ou d'aménagement, afin d'assurer que l'arbre abattu là, soit replanté si le nombre d'arbres résiduels sur le terrain est insuffisant. Les normes d'aménagement de terrain dans le cadre de travaux de services municipaux, c'est-à-dire l'ouverture d'une rue, le prolongement là, de services d'aqueduc, d'égout. Donc, les dispositions relatives au remblai, à l'abattage d'arbres, aux murs de soutènement et à une clôture vont faire l'objet d'ajustements en n'assujettissant pas ces travaux, construction et ouvrages, aux normes du CDU lorsque ceux-ci se réalisent dans le cadre d'une demande de services municipaux et de la signature d'une entente en vertu du règlement L 12400. De façon similaire, en n'exigeant pas de certificat ou permis pour ces travaux, construction et ouvrages, lorsque ceux-ci... donc, en fait, je pense là, que... Lorsque certificat ou permis de ces travaux... Oui, en n'exigeant pas de permis, effectivement, pour ces mêmes types de travaux. Pardonnez-moi. Et c'est, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces travaux vont plutôt être encadrés par les termes là, convenus à l'entente, considérant qu'ils visent à permettre les travaux d'infrastructure à l'intérieur des futures rues et que le CDU ne régit pas le domaine public là, à l'intérieur des emprises. Au niveau de travaux de remblai, déblais, murs de soutènement, des ajustements, encore une fois, pardonnez-moi, en n'assujettissant pas les cimetières aux dispositions relatives aux remblais et déblais, et aussi en autorisant un mur de soutènement en dépression là, qui serait perpendiculaire à la ligne avant de terrain, sans l'assujettir au respect d'une distance minimale d'une ligne avant, d'un trottoir, d'une bordure, d'une rue ou d'une piste cyclable. Au niveau des écrans acoustiques, ils font l'objet d'ajustements aussi. Donc, en ne les assujettissant pas aux normes sur la hauteur et les matériaux d'un muret ou d'une clôture, lorsque cet écran est construit selon les recommandations d'une étude acoustique et est implanté sur un terrain limitrophe à l'emprise d'une voie ferrée ou d'une voie de circulation qui est reconnue comme une contrainte sonore au Code de l'urbanisme, sauf le long des boulevards Arthur-Sauvé et Curie-Labelle. Au niveau des haies, clôtures et murets, n'exigeant pas le respect d'une distance minimale par rapport à un trottoir, une piste cyclable, un sentier multifonctionnel, lorsqu'ils sont aménagés en dehors d'une emprise de rue publique. Par exemple, un passage public entre deux maisons, lequel est généralement clôturé. Les dispositions relatives aux clôtures vont aussi faire l'objet d'ajustements en assujettissant, pardonnez-moi, pas le respect d'une hauteur maximale pour plusieurs usages qui requièrent souvent une hauteur supérieure. Par exemple, une école, tour de transmission, au niveau de l'élevage d'animaux en zone agricole, terrain de golf, etc. Au niveau de l'aménagement d'une allée piétonne, d'autres ajustements en supprimant l'exigence d'absence d'obstacles, puisque cette notion-là porte confusion avec la notion d'obstacle au Code de construction du Québec. Donc, c'est pour éliminer cette confusion, en précisant que l'aménagement d'une allée piétonne reliant le domaine public à la porte d'entrée principale, donc qui est une exigence normalement au Code de l'urbanisme, n'est pas requis lorsqu'une aire de stationnement de type allée privée est aménagée. Pardonnez-moi.
Au niveau des unités de stationnement pour vélo, un autre ajustement, on va supprimer l'exigence d'une hauteur limite minimale de 2,1 mètres afin de s'arrimer avec le Code de construction du Québec qui prescrit une hauteur limite minimale de 2 mètres dans un garage souterrain. Au niveau des aires de stationnement pour véhicules automobiles, on va venir préciser qu'un véhicule automobile doit être stationné uniquement sur une aire de stationnement pour éviter du stationnement ailleurs sur un terrain. On ne limitera plus la largeur maximale des allées de stationnement et d'accès. On va toutefois continuer à contrôler les surfaces minéralisées par la norme des surfaces carrossables et aussi des aires de verdissement. En autorisant les cases en tandem à l'extérieur et à l'intérieur pour les usages résidentiels uniquement, en les comptabilisant comme 2 cases pour l'application du nombre minimum de cases requis. Et en précisant que dans certaines situations, la largeur maximale d'une entrée charretière peut être supérieure à celle prescrite au Code de l'urbanisme pour se conformer à une exigence du Code de construction du Québec ou encore du Service de sécurité incendie. Au niveau des représentations artistiques murales, on va venir autoriser celles-ci sur les murs d'un bâtiment d'intérêt patrimonial ou d'un bâtiment situé à l'intérieur d'un territoire d'intérêt patrimonial, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais en les assujettissant au PIA représentation artistique murale. On va permettre à la Ville de demander un rapport d'expertise des effets potentiels de la peinture sur le mur du bâtiment afin de s'assurer que cela ne porte pas atteinte à l'intégrité du bâtiment et exiger la présence d'une bande non peinte d'une hauteur de 60 cm à partir de la partie supérieure de la fondation. Au niveau des normes sur les contraintes sonores majeures, on va préciser que seuls les parcs nécessitant un climat sonore réduit, par exemple un parc qui serait destiné au yoga, doivent être considérés comme un usage sensible. On va préciser aussi qu'un usage sensible qui est présent à l'intérieur d'un bâtiment existant peut être agrandi en superficie de plancher à l'intérieur de ce bâtiment sans agrandir celui-ci, ce qui implique aussi l'ajout de chambres ou de logements sans agrandir le bâtiment. Au niveau de la gestion des matières résiduelles, donc les installations d'entreposage et de collecte des matières résiduelles, on va autoriser la mise en commun de ces installations-là entre des établissements ou des logements qui sont situés sur des terrains contigus mais qui partagent l'utilisation d'une aire carrossable, ou d'une aire de stationnement, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Au niveau des usages, d'autres ajustements, on va préciser que les usages qui sont autorisés sur l'ensemble du territoire. Donc, on va préciser comment préciser pour les usages autorisés sur l'ensemble les normes qui s'appliquent à ceux-ci et qui ne s'appliquent pas. Donc, apporter des précisions par rapport aux normes actuelles sur ces usages qui sont autorisés à l'ensemble du territoire. On va permettre dans un bâtiment la mixité des usages des catégories habitation et artisanat et industrie légère, en considérant que ces derniers usages peuvent être autorisés de façon discrétionnaire par usage conditionnel dans certains milieux mixtes. Et en autorisant certaines conditions, les ateliers d'artistes et d'artisans dans tous les types de logements plutôt que simplement dans les habitations d'un seul logement. Les usages, mais spécifiquement, pardonnez-moi, en zone agricole, on va retirer les usages services de dressage et de reproduction d'animaux domestiques des usages additionnels autorisés à un usage principal agricole, puisque ces usages sont plutôt considérés comme des usages qui sont réellement agricoles au sens de la loi sur la protection des territoires et des activités agricoles. On va venir arrimer pour un logement additionnel dans une habitation unifamiliale les conditions à respecter au CDU avec celles de la réglementation provinciale. Et en arrimant pour une salle de réception à titre d'usage additionnel à un usage agricole, les conditions à respecter au CDU avec celles, encore une fois, de la réglementation provinciale. Les dispositions relatives au type de milieu vont aussi faire l'objet d'ajustements, principalement en permettant de déroger à la hauteur maximale du plancher du rez-de-chaussée sur une portion de ce plancher qui correspond à au plus 10 % de sa superficie. En précisant l'application du retrait avant des étages, des façades principales avant et secondaires, donc notamment par l'ajout d'un croquis et certaines précisions sur comment appliquer cette norme qui est déjà présente au CDU. En prohibant les usages principaux terrains de sport et piscines extérieures et activités connexes dans les types de milieux naturels T1.2 et agricoles en raison de leur non-compatibilité. En réduisant la marge avant secondaire minimale de 4,5 mètres à 3 mètres dans le type de milieu T3.5 pour mieux s'arrimer au cadre bâti existant de ce type de milieu. Et enfin, en réduisant la largeur maximale d'un plan de façade dans les types de milieux T4.2 et T4.3 à 15 mètres au lieu de 30 mètres. Toujours au niveau des types de milieux, on va aussi augmenter la hauteur maximale d'une porte de garage de 3 mètres à 4,5 mètres dans les types de milieux T5 et T6.
Au niveau des PIA, certains ajustements, encore une fois, donc ajout d'un critère d'évaluation relatif à l'accessibilité universelle des nouveaux bâtiments dans certains PIA qui ne comportaient pas déjà un tel critère. En exemptant de l'application de la procédure d'un PIA des travaux de peinture dont la couleur est similaire à la couleur existante, donc par exemple des travaux de rafraîchissement de la peinture. En assujettissant la procédure de PIA à un bâtiment résidentiel ou mixte de structures jumelées ou contiguës lors de travaux de reconstruction suivant un sinistre ou une démolition de l'un de ces bâtiments. En modifiant pour certains PIA un critère demandant des espèces d'arbres indigènes, en misant plutôt sur des espèces rustiques adaptées aux conditions urbaines pour mieux tenir compte du milieu d'insertion de l'arbre. On va aussi faire des modifications à certaines normes particulières en zone agricole, en précisant que dans un type de milieu T2.3, qui correspond essentiellement aux aires déstructurées qui sont identifiées à notre schéma d'aménagement, qu'un usage du groupe d'usage habitation de un logement ou un autre usage spécifiquement autorisé à la grille d'exception peut être permis par la CPTAQ, même après l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé, donc entrée en vigueur qui est survenue le 8 décembre 2017. Au niveau du titre 9, le titre qui porte sur les droits acquis, d'autres ajustements, en permettant dans la plupart des zones l'ajout d'un deuxième étage à une habitation unifamiliale dont l'implantation par rapport à une ligne latérale de terrain est dérogatoire mais protégée par droits acquis en n'aggravant pas la non-conformité pour le deuxième étage. Donc, c'est le cas des agrandissements de plus de 25 % de la superficie de plancher qui normalement demanderait une conformité au niveau de l'agrandissement. En n'obligeant plus, dans le cadre d'un agrandissement de plus de 100 % de la superficie de plancher pour les habitations de 1 à 3 logements, la mise aux normes complète de l'aménagement de terrain, on va plutôt exiger de réduire les dérogations qui vont concerner la surface végétale et le nombre d'arbres requis. On va préciser qu'un usage principal dérogatoire qui est protégé par droits acquis peut avoir des usages accessoires et additionnels, pourvu que ces derniers n'augmentent pas la superficie occupée au total par l'usage principal et ses usages accessoires et additionnels. Et en précisant qu'un usage principal de la catégorie d'usage habitation dont la densité d'occupation excède celle prescrite, donc la densité d'occupation réfère au nombre de logements par bâtiment, ne peut pas être transformé de façon à augmenter son nombre de logements ou de chambres. Au niveau du titre 10, le titre qui regroupe les dispositions administratives et les procédures, on va faire des ajustements en permettant au service des travaux publics, donc principalement l'équipe de foresterie urbaine, d'appliquer davantage de normes du CDU qui sont relatives aux arbres, conjointement avec le service de l'urbanisme. En exigeant un certificat d'autorisation pour le retrait d'un foyer intérieur ou l'installation d'un système d'alarme incendie dans une habitation de 2 logements et plus, en arrimant le montant des amendes qui sont prévues au CDU pour l'abattage d'arbres illégal avec ceux qui sont prévus à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui a été modifiée dernièrement à ce sujet. En précisant le contenu d'une étude d'ensoleillement pour les bâtiments de 8 étages et plus, et en arrimant le CDU avec des modifications apportées à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme concernant les terrains inscrits sur la liste des terrains contaminés de la Ville. Toujours titre 10, en exigeant que le requérant d'une demande d'exclusion en zone agricole effectue auprès de la Ville le paiement des frais exigés par la CPTAQ, en plus des frais exigés par la Ville pour l'étude de la demande. En précisant qu'une compensation versée dans le cadre des exemptions de stationnement peut aussi servir à financer des immobilisations qui sont destinées à l'amélioration de l'offre en matière de transport actif ou collectif, conformément aux nouvelles dispositions, encore une fois, de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et en prévoyant une exemption au paiement d'une contribution aux fins de parc, de terrains de jeu et d'espaces naturels, ce qu'on appelle communément les frais de parc, dans le cas d'une demande de permis de construction pour la reconstruction d'un bâtiment qui aurait été détruit à la suite d'un sinistre, lui ayant fait perdre plus de 50 % de sa valeur marchande. Toujours titre 10, en exigeant pour un projet assujetti à un PIA, le dépôt d'un plan préliminaire de gestion des eaux de ruissellement lorsque ce projet nécessite, en vertu du règlement L 11870, un plan final de gestion de ces eaux. Et en prévoyant un remboursement des frais exigés pour une demande discrétionnaire, par exemple PIA, dérogation mineure et autres, lorsque le requérant ne donne pas suite aux demandes de la Ville, donc par exemple des documents qui devraient être déposés, et que cette dernière décide de fermer le dossier. Enfin, dernière modification, celle qu'on apporte à l'annexe C, qui est notre index terminologique. Donc, on va apporter des précisions aux termes agrandissement mineur et aussi agrandissement majeur afin d'éviter une mauvaise interprétation de ces termes et faciliter l'application du CDU.
Donc, au niveau des prochaines étapes, comme on l'a mentionné d'entrée de jeu, dans les 15 prochains jours, vous aurez l'occasion de nous faire part de vos commentaires, questions, dans le cadre de la consultation écrite, donc qui se déroulera jusqu'au 4 décembre 2024. À la suite de quoi le service de l'urbanisme va préparer un rapport de consultation, donc pour transmettre les préoccupations qui pourraient être émises là, aux élus. Ce qui est prévu, c'est l'adoption d'un second projet de règlement au courant du mois de janvier 2025, qui va mener aussi par le fait même à la publication là, de ce rapport de consultation. Par la suite, il y aura le processus d'approbation référendaire, c'est-à-dire que des demandes d'approbation référendaire seront possibles suivant l'adoption du second projet, ce qui devrait nous amener à l'adoption finale du règlement, soit en février ou mars 2025, et une entrée en vigueur là, fin février ou mars 2025. Et donc, pour les 15 prochains jours, seront disponibles l'enregistrement de la consultation virtuelle de ce soir. Dans les jours qui suivent, elle sera déposée sur notre site Web. Vous pourrez aussi consulter le projet de règlement et les autres documents pertinents. Les questions, commentaires ou avis écrits peuvent être envoyés à l'adresse suivante, donc assemblées.urbanisme@laval.ca. Vous pouvez aussi rechercher Assemblée publique de consultation sur le portail de la Ville pour plus d'informations. Ce sera le premier résultat qui devrait sortir. Important, tous les commentaires écrits qui seront envoyés là, pendant la consultation publique seront rendus publics de la même façon que si vous les aviez exprimés ce soir. Donc, évitez d'y insérer des informations qui sont confidentielles ou des renseignements personnels. Donc, je l'ai mentionné, il sera possible de déposer une demande d'approbation référendaire. Toutes les zones du territoire sont concernées par ce projet de règlement. Il y a 3 étapes au processus. C'est le processus habituel, donc la demande de participation au référendum qui a lieu après le second projet. S'il y a une demande valide, après l'adoption du règlement final, la tenue d'un registre. S'il y a suffisamment de signatures, la tenue de scrutin référendaire, si tel est le choix du conseil. Le détail de la procédure peut être obtenu en contactant le service du greffe. Leurs coordonnées sont disponibles sur notre site web à laval.ca dans l'onglet « Administration municipale ». Vous pouvez aussi consulter le plan des zones concernées, qui est en fait l'ensemble du territoire. Si vous allez, là, encore une fois, dans l'onglet « Citoyens »,« Urbanisme et habitation » puis « Assemblée publique de consultation », vous allez tomber sur la page qui est dédiée à la consultation de ce soir. Donc voilà, Madame la Présidente, ça nous amène dans la période des questions d'échange. Merci beaucoup. Donc, merci à vous deux, M. Thierry puis M. Mathieu. Donc, je ne vois personne en ligne, donc, et puis personne n'est venu ce soir non plus, donc on va pas prendre, il y aura pas de questions. Donc, ceci termine notre soirée de consultation. Je remercie l'équipe technique et les 2 professionnels aussi qui sont venus faire la présentation. Donc, l'enregistrement, comme on l'a dit, sera disponible, puis vous avez 15 jours là, pour nous faire parvenir vos commentaires. Donc, sur ce, merci, bonne soirée à tout le monde, et puis à bientôt. Au revoir.